Bonsoir Pascal Yanni, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises. La France a perdu 53 soldats au Mali, souvent jeunes. Pour de nombreuses familles, c'est un départ au goût amer. Que leur dites-vous ce soir ? J'ai déjà un message de solidarité et de compassion. J'ai une pensée pour ces militaires français qui sont tombés au Mali dans la lutte contre le terrorisme. J'ai une pensée aussi pour les blessés. Et j'ai bien sûr une pensée pour toutes les familles et tous les proches qui ont été touchés par toutes ces morts. Et je leur dis qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour remplir une mission qui leur avait été confiée par le chef des armées, le président de la République, et que leur action a été efficace. Elle a permis notamment d'empêcher l'effondrement du Mali en 2013. Elle a permis d'empêcher la territorialisation de l'État islamique au Grand Sahara dans la zone des 3 frontières, la création d'un califat territorial. Elle a permis la montée en puissance des forces armées maliennes. Donc un bilan plutôt positif et tous ces efforts n'ont pas été vains. Mais elle n'a pas permis, cette force Barkhane, d'empêcher la dissémination justement des groupes djihadistes à travers le Sahel qui poussent vers le sud, voire vers l'ouest ? Mais en fait, ce n'est pas l'objectif qui avait été fixé aux forces françaises. En 2013, l'objectif fixé aux forces françaises, c'est d'empêcher la chute de Bamako et la prise de pouvoir par les djihadistes. Cet objectif est atteint puisque nous cassons les colonnes et nous empêchons, nous libérons. Donc il fallait partir du l'objectif atteint alors ? Non, puisqu'ensuite l'objectif a été d'accompagner les forces armées locales et en particulier les forces armées maliennes qui étaient extrêmement faibles en 2013 pour leur permettre d'assumer à leur tour, quand leur viendrait, la sécurité de leur territoire. En janvier 2020, on nous a demandé dans la zone des 3 frontières d'affronter le IGS. C'est ce que nous avons fait. Le IGS aujourd'hui est à genoux et ne commet plus les massacres qu'on a connus fin 2019 ou début 2020 quand il massacrait les soldats par centaines. C'est une décision politique ou militaire ce retrait ? C'est une décision politique. Ça veut dire que militairement, c'était encore efficace de rester ? Non, la question, c'est une décision politique qui est due d'abord à des conditions créées par la junte malienne. Et au niveau militaire, la coopération avec les forces armées maliennes dans la zone des 3 frontières continuait et produisait de bons effets. La force Takuba, qui est en place depuis bientôt plus d'1 an, obtenait des résultats opérationnels réels et de vrais résultats opérationnels avec les forces maliennes qui étaient accompagnées dans cette zone des 3 frontières. Et on va voir désormais quel sens va prendre la mission française et européenne. Mais d'abord, cette information qu'on a appris il y a quelques minutes, le Mali se dit disponible pour coopérer avec les pays européens de manière bilatérale. C'est ce que dit un ministre malien. C'est dans ce contexte que se tient le sommet Union européenne-Union africaine, 5 ans après le précédent. C'était à Abidjan. On retrouve notre envoyé spécial en direct de Bruxelles, Ousmane Diaye. Bonsoir Ousmane. Ce retrait de Barkhane et de Takuba, on imagine qu'il est sur toutes les lèvres à Bruxelles ? Oui, l'annonce de ce retrait, on le sent ici, on le voit, a bousculé l'agenda du sommet Union européenne, Union africaine qui s'annonçait très économique. Ce matin, au nom des Africains, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a pris la parole. Il a formulé 8 propositions pour repenser la relation Europe-Afrique. Et la première de ces propositions, c'est le volet paix et sécurité. Le président Macky Sall propose de renforcer 2 volets. Renforcer le G5 Sahel. Le G5 Sahel, vous le savez, c'est ce groupement autour de la France qui inclut les 5 pays du Sahel, dont le Mali qui est maintenant exclu. Donc le président Macky Sall est dans la droite ligne du redéploiement des Français au niveau du Niger et de la Mauritanie, qui restent les 2 pays du G5 Sahel qui continuent à travailler avec le Mali. Il propose aussi un renforcement de ce qu'on appelle l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, c'est les pays du Golfe de Guinée, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, où la menace djihadiste continue de s'étendre. Alors, malgré tout, le volet économique est revenu. Le président Macky Sall, au nom des Africains, a insisté. Il demande encore une fois que ces fameux DTS, ces droits de tirage spéciaux, soient réaffectés au niveau des Africains, c'est-à-dire les excédents des Européens qui se situent autour de 100 milliards. 100 milliards de dollars, le président Macky Sall a demandé qu'ils soient réaffectés aux Africains pour financer le plan de relance qu'il a estimé à 252 milliards par année, alors que le président de la Commission, Ursula von Leyen, parle de 150 millions de promesses de financement des Européens. Quoi qu'il en arrive, le président Emmanuel Macron a promis à l'issue de ce sommet une déclaration de politique commune demain. Merci Ousmane pour ces précisions en direct de Bruxelles. L'armée française et ses alliés ne vont donc pas quitter le Sahel. Alors quel sera le nouveau dispositif et à travers quel pays? Anne-Sophie Pierry nous apporte quelques éléments de réponse.
La page Barkhane se tourne, mais n'entraîne pas pour autant la fin de la présence militaire française et européenne au Sahel. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Un redéploiement d'une partie des soldats français encore au Mali. Aujourd'hui, 4600 d'entre eux sont déployés dans la région. Ils seront moins de 3000 d'ici 2023. La mue de Barkhane avait déjà commencé l'été dernier avec la fermeture des bases de Tombouctou, Kidal et Tissalit. C'est au tour désormais de celles de Gao, Ménaka et Gossi, les dernières sur le territoire malien, dans un délai de 4 à 6 mois. Dans un contexte où la menace djihadiste se métastase dans la région sahélienne, la France compte davantage impliquer les pays du Golfe de Guinée, où des cellules terroristes sont déjà passées à l'action, comme au nord du Bénin il y a quelques jours. Alors, la présence de soldats français dans le pays pourrait être utile, reconnaît ce politologue béninois, mais périlleuse aussi. Le terrain de la bataille djihadiste force Barkhane pourrait se déplacer au Bénin, non pas parce que les djihadistes en voudraient aux Béninois, mais parce qu'ils penseraient qu'il y a une nouvelle présence française au Bénin, représentant de l'Occident qu'il faudrait attaquer. Projet avec des civils, programmes sociaux. Paris assure que l'action militaire dans la région serait désormais complémentaire à un accompagnement des populations locales. L'Élysée est en revanche resté plus flou sur les modalités de cette réorganisation qui seront dévoilées d'ici à juin prochain. Pascal Yannissi, ce politologue d'Ivray, on a envie de se dire que c'est un cercle vicieux. Il vient de dire que le Bénin est visé par les djihadistes parce que la France y est ou y sera. Je ne suis pas certain de partager cette analyse. Le Rassemblement pour la victoire et l'islam des musulmans et des musulmans, qui est une filiale d'Al-Qaïda au Maghreb, dont le chef est Iyad El-Ghali, a clairement affirmé publiquement sa volonté de s'étendre vers les pays du Golfe de Guinée, d'étendre le djihad vers les pays du Golfe de Guinée. Pourquoi ? Pour conquérir des territoires, pour contrôler des territoires et pour étendre son influence. Donc je ne pense pas que ce soit lié à la présence ou pas de soldats français. Et d'ailleurs, il n'y a pas de soldats français stationnés au Bénin. Ouais, mais ils y seront ? Ce n'est pas du tout d'actualité, ça ne fait pas partie des travaux en cours. Alors qu'est-ce qui est prévu sur cette recomposition, si l'on peut dire, et ce redéploiement ? Alors tout d'abord, je tiens à le répéter, nous allons continuer la lutte contre les groupes armés terroristes et nous restons engagés au Sahel et en Afrique de l'Ouest, aux côtés de nos partenaires africains, pour lutter contre la menace terroriste, et en coordination avec les pays européens. De quelle manière, les pays alliés. Concrètement, nous allons rester présents au Tchad, au Niger, où nous avons une base à Niamey, et nous allons continuer ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire accompagner les forces locales lorsqu'elles vont combattre les groupes armés terroristes. Parce que ce qui est important de noter, c'est que depuis l'été, on a fait évoluer notre stratégie. Avant l'été, les unités françaises allaient directement au contact des groupes armés terroristes pour créer les conditions pour que les forces locales montent en puissance. À l'été, on a changé de modèle. Maintenant, ce sont les forces locales qui vont combattre les groupes armés terroristes. Et nous, les forces françaises et les forces européennes qui sont déployées au sein de Barkhane, notamment dans Takuba, sont là en accompagnement, en appui et en soutien. Est-ce que vous diriez que vous êtes passé, si l'on peut dire, d'un dispositif physique qui a parfois valu d'ailleurs et donné le sentiment que l'armée française occupait une partie du Mali, à un dispositif de discrétion, peut-être, avec des actions ciblées ? C'est d'abord lié à la façon dont on opère. Quand on opère contre des groupes armés terroristes qui sont structurés, comme on a pu le connaître dans les précédentes, dans les années ou les mois qui précèdent, notamment contre l'État islamique au Grand Sahara, vous avez besoin d'une masse de manœuvre. Vous avez besoin d'avoir des militaires sur le terrain pour aller chercher les terroristes et pour les neutraliser. Et dans le même temps, il faut laisser les forces armées locales monter en puissance. 2 chiffres qui me semblent importants. Les forces armées maliennes, en 2013, ce sont 7000 hommes qui sont faiblement équipés, faiblement structurés. Aujourd'hui, les FAMA, les forces armées maliennes, c'est 34 000 hommes plus 6 000 gendarmes. C'est 40 000 hommes qui sont déployés sur le terrain. Tout ça, c'est parce qu'à la fois, ils ont été appuyés par la France et l'Union européenne, mais aussi parce que la France s'est engagée avec ses alliés européens contre les groupes armés terroristes pour permettre aux FAMA, entre guillemets, d'avoir le temps de monter en puissance. Alors, on poursuit cette page spéciale. On sait que les bases françaises de Gossi, de Ménaka et de Gao vont donc désormais fermer. À Tombouctou, c'est déjà fait, comme ont pu le constater nos reporters sur place. Récit signé Karine Barzégar. Plus aucun treillis aux écussons bleu-blanc-rouge dans les rues de Tombouctou. Cela fait 2 mois déjà que les soldats français de la force Barkhane ont plié bagages. Un départ après 8 ans de présence dans la ville. Le départ des Français, vraiment,
ça ne m'a pas beaucoup plu, moi. Mais leur présence ici n'a rien servi aussi. Un avis partagé par nombre d'habitants, même si certains craignaient le retour des djihadistes. Mais en fait, on est toujours là, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien. Donc ça veut dire que rien n'a changé en fait. Leur présence ou leur absence, ça revient à la même chose. Le 14 décembre dernier, l'armée française a rétrocédé sa base aux autorités maliennes pour recentrer ses forces dans la zone des 3 frontières et sur Gao, à plus de 600 km de là. La ville abrite le plus grand camp français au Mali, épicentre de l'opération Barkhane au Sahel. Une base qui emploie de nombreux jeunes maliens. Alors ici, le retrait suscite des craintes sur le plan économique. Actuellement, nos enfants sont en train de travailler à Barkhane. Si nos enfants quittent ce travail-là, qu'est-ce que nous, on va devenir? L'emploi sera sans doute impacté, mais le spectre d'une nouvelle crise sécuritaire plane également. Pour nous autres qui avons vécu la situation en 2012, nous savons que la menace est permanente sur cette partie du territoire, le nord. À mon sens, les FAMA ne sont pas encore prêtes à assumer cette responsabilité sur l'ensemble du territoire national. Les FAMA, les forces armées maliennes, devront désormais sécuriser la région sans les soldats français. Une région où sévissent le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, et le groupe État islamique au Grand Sahara. Et direction Bamako, où l'on retrouve notre correspondant Kaourou Magassa. Bonsoir Kaourou, comment réagissent les autorités maliennes après l'officialisation du retrait de l'armée française ? Alors, les autorités maliennes n'ont pour le moment pas réagi officiellement, même s'il y a une réunion entre le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et les pays membres participant à Takuba. C'est surtout au niveau des partis politiques et des groupements proches du gouvernement que ce départ était attendu, tant, je cite, la France est passée à côté de ses objectifs, selon un membre du comité stratégique du M5-RFP. Même si le président français récuse le terme, l'intervention française au Mali est perçue comme un échec. Adama Diarra, président du collectif Yereolo, se réjouit lui aussi de ce départ et compte aujourd'hui sur l'action des forces armées maliennes, sur la coopération avec la Russie et celle supposée avec la société Wagner en vue d'une amélioration de la situation sécuritaire. Il faut dire qu'en près de 10 ans, les succès militaires et l'élimination de certains chefs terroristes n'ont pas permis de mettre fin au cycle de la violence dans le pays, dont les civils sont les premières victimes. Mais pour Modibo Soumaré, président du cadre des partis pour une transition réussie, le retrait de Barkhane et de Takuba est regrettable. C'est, je cite, un saut dans l'inconnu qui peut mettre les populations en danger. Une inquiétude qui est partagée par un autre cadre politique que j'ai pu joindre au téléphone il y a quelques minutes, pour qui la seule présence française dans le Nord est dissuasive. Le retrait pourrait donc, selon lui, avoir de très lourdes conséquences dans le pays. Merci Kaourou pour ces précisions. Colonel Pascaliani, comment le Mali va-t-il pouvoir sécuriser le pays ? Je pense qu'il faut poser cette question aux autorités maliennes. Ouais. Vous avez une idée ? Je pense qu'il faut leur poser la question. Je pense qu'ils ont une stratégie. Mais est-ce que vous pensez que le Mali aujourd'hui est à même de faire face aux djihadistes, puisque vous le disiez vous-même, vous avez formé les FAMA, les forces armées maliennes ? Je pense que les forces armées maliennes ont progressé, mais qu'elles n'ont pas suffisamment progressé pour être totalement autonomes. Mais je pense surtout que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est le fait des choix qui ont été faits par la junte malienne, par le gouvernement malien de transition. La nature, on le dit souvent, vous le savez, a horreur du vide. Est-ce que le départ de l'armée française ne va pas laisser le champ libre à Wagner, ce groupe de mercenaires, et à la Russie sur place ? Je pense qu'il faut aussi poser la question aux autorités maliennes. C'est une inquiétude que vous avez. On imagine qu'en tant que chef d'état-major des armées, vous avez un point de vue à ce sujet ? Le président Emmanuel Macron a parlé de centaines, 600, 700, c'est cela aujourd'hui de Oui, on parle de 700 à 800 mercenaires qui seraient présents au Mali. Je note que d'ailleurs les autorités maliennes ne l'ont toujours pas reconnu officiellement, alors qu'il me semble que le président Poutine, lors d'une intervention à Moscou, une conférence de presse, l'a reconnu. Vous dites qu'ils sont présents, il y a des preuves matérielles, claires, précises ? Il y a des preuves et je vois que le général qui commande AFRICOM, Gerald Townsend, l'a dit, le président Poutine l'a dit. Donc... Mais ça vous inquiète, vous, que ce soit des mercenaires qui soient aux côtés de l'armée malienne aujourd'hui ? Est-ce que vous craignez notamment des exactions de ce groupe ? Comme on le voit en Centrafrique ? Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle, effectivement. Parce qu'effectivement, quand on voit les modes d'action de cette société militaire privée en Centrafrique ou ce qu'elle a fait au Mozambique il y a quelques années, on peut douter de son efficacité réelle contre les djihadistes. Nous, la préoccupation qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis des forces armées maliennes.
qui ont beaucoup progressé au cours des dernières années, qui se sont structurés. Ouais. La question, c'est est-ce que cet engagement de mercenaires va se traduire par une nouvelle déstructuration des forces armées maliennes? C'est ça le vrai sujet. Nous recevons hier des autrices d'un documentaire sur ce groupe de mercenaires et visiblement, si l'on en croit leur documentaire, cette société privée note des pays d'Afrique comme le Cameroun, comme le Mali. Le Cameroun est noté 8 sur 10, le Mali 9 sur 10, avec notamment un critère, la présence de la France. Tout à l'heure, le politologue disait que les djihadistes avaient ce critère-là. Wagner l'aurait. Est-ce que vous vous sentez, vous, l'armée française, visée par ce groupe? Je pense que nous sommes dans un monde de compétition, de contestation. Et je pense que ce schéma fait partie de. Mais est-ce que vous serez un adversaire de ce groupe s'il se met entre les routes de l'armée française au Sahel? Je pense que nous prendrons toutes les mesures qui conviendront s'il se met en travers de notre route. Est-ce que vous avez prévu de contrer la propagande anti-française en cours? Il y a des populations civiles qui légitimement en ont eu, entre guillemets, ras-le-bol du fait de voir qu'il y a toujours des attaques djihadistes malgré la présence française, mais il y a aussi une vraie propagande de fond contre la France, contre les intérêts français. Est-ce que vous avez prévu au sein de l'armée une contre-guérilla d'information, si on peut dire? Alors en fait, ce que vous évoquez, c'est la lutte dans le champ informationnel. La lutte dans les champs immatériels. Oui, c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Et je me souviens des événements qui avaient lieu à Terra au Niger ou à Kaya au Burkina Faso avec ce convoi français qui avait rencontré des difficultés. Oui, nous avons bien intégré aujourd'hui que nous vivons dans un monde de désinformation. Cette désinformation est appuyée, soutenue, promue par des groupes qui sont soit anti-français, soit pro-russes de manière évidente. Et oui, nous avons bien pris ça en compte, oui.